pas, parce qu'en réalité, on attaque le ministre. Donc, ton papa n'est pas attaqué. Ce n'est pas l'homme privé que tu connais, que tu aimes, qui est attaqué. Donc, c'est cela qui me paraît être le plus important. Laissons les enfants à leur enfance et à leur adolescence, et puis il sera temps pour eux d'être des adultes. Si demain ils sont des personnes publiques, ils subiront peut-être le même type d'attaque. Quel âge avait-elle à cette époque? Nous étions en 2013, elle avait 14 ans. Wow. Elle venait de les avoir. Bon, donc c'est assez traumatisant. Bien sûr. Je peux concevoir pour des enfants de lire des choses épouvantables sur leurs parents, mais je le dis y compris pour d'autres qui pourraient être confrontés, d'autres enfants d'hommes ou de femmes publiques qui pourraient être confrontés à ce type de problème. Ce n'est pas vos parents qui sont attaqués, ce sont les acteurs politiques. C'est-à-dire que voilà, c'est important de distinguer. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui vous connaissent en privé savent bien que l'image publique que vous renvoyez n'est pas forcément ce que vous êtes dans la vie réelle. Hein, c'est important. Il n'y a pas que vos proches, il y a aussi des gens que vous côtoyez, que vous rencontrez, qui souvent ont la surprise de constater que l'image que vous renvoyez aux autres dans votre vie publique ou celle qu'on veut vous donner dans la vie publique n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Donc il faut savoir faire le distinguo des deux. Et d'ailleurs, c'est mieux même pour notre équilibre. Parce que s'il fallait qu'on confonde notre vie publique et notre vie privée, on n'aurait plus qu'à se tirer une balle dans la tête, je crois, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attaques dans la vie politique et la vie publique. Alors, est-ce que tout cela vous a fait fuir des réseaux sociaux ou bien vous utilisez toujours ce canal? Bon, d'abord, je crois que vous vous rappelez que je suis ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement depuis 1 an et 8 mois. En 2017, il serait vraiment assez compliqué pour un porte-parole du gouvernement, qui est l'expression publique de l'État, au sens large du terme, de ne pas utiliser les technologies et s'y exprimer au nom du gouvernement ou au nom de l'État. Je ne sais pas comment on ferait pour faire de la communication sans être, à un moment donné, en contact avec les réseaux sociaux ou en tout cas l'Internet en général. Donc oui, je suis présent, mais à titre personnel, je le suis essentiellement sur Twitter. Pourquoi? Parce que c'est un outil responsable, c'est un outil qui, aujourd'hui, est un des plus utilisés par les décideurs sur le plan mondial. Et ces décideurs-là, souvent, se connectent entre eux pour ce qu'on appelle les followers, et donc se suivent les uns les autres, et savent bien que ce qui est dit par tel responsable politique du Congo, et de surcroît quand c'est le porte-parole du gouvernement, quelque part engage le gouvernement. Et en tous les cas, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut à la fois être sur les réseaux et en même temps essayer d'avoir une gestion responsable de ces choses-là, parce que malheureusement, vous savez qu'il y a pas mal de dérapages sur les réseaux, mais c'est conforme à ce qui se passe dans la société. D'ailleurs, il y a du bon et du moins bon dans la société. Il y a des gens de bon cœur et de mauvais cœur. Il y a des gens de bonne foi et de mauvaise foi. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais oui, je suis présent, mais essentiellement sur Twitter. Je dirais même pratiquement uniquement sur Twitter. Je n'ai par exemple plus de compte Facebook, hormis les quelques fakes qui c'est ce que j'allais dire. Donc tous ceux qui existent, ce n'est pas vous. En tout cas, sur Facebook, non. Ouais. Je n'y suis plus. Maintenant, vous savez comment ça se passe. J'ai même eu une anecdote avec certains collègues qui venaient me voir en me disant « Mais oui, mais j'ai pas de compte Facebook. J'ai vu un compte qui se met… » Parce que le problème de ces faux comptes, c'est souvent qu'il s'agit de mafieux qui sont derrière. Tout à fait. Hein? Donc, des collègues qui m'appellent, j'en ai 7 ou 8 il y a des faux comptes dont ils sont victimes. Et c'est toujours le même mécanisme. C'est des gens qui utilisent le compte et qui se mettent à demander de l'argent en message privé à des tiers. Bon, j'espère que ceux qui peuvent être victimes de ce type de demande absolument infâme comprendront qu'il n'est pas cohérent qu'un membre du gouvernement du Congo envoie un message pour demander de l'argent à un tiers. Tout à fait. Bon, voilà, mais bon, c'est de la délinquance comme on en trouve dans la vie réelle. Hein. On n'y peut rien, il faut vivre avec. Mais simplement, je préviens vos téléspectateurs, non, je ne suis pas sur Facebook, donc s'ils reçoivent un jour un message privé de ma part, ce n'est pas moi. Et le jour où j'y reviendrai, si ça arrive, je le dirai et je le ferai savoir. Par Twitter. Par Twitter.
est-ce que on peut dire aujourd'hui que vous souffrez du manque d'anonymat ou bien vous vivez très bien votre personnalité publique? Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est simple. Quand on est une personne publique, il y a deux mots, il y a personne et public. Personne, c'est-à-dire quelqu'un qui doit vivre le plus normalement possible compte tenu de sa fonction, et public, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi et se retrouver n'importe où. Bon, voilà, donc c'est une discipline personnelle à avoir. Il est clair qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux dont vous avez parlé, il est encore plus impératif qu'il y a 20 ou 30 ans d'adopter une attitude responsable dans sa vie courante. Mais tout en restant suffisamment connecté à la société elle-même. Moi, je m'arrange le plus souvent possible à faire, par exemple, mes courses. Oh. Je vais assez régulièrement, ici, sans faire de publicité aux grands magasins du Congo, Casino ou Park and Shop, je vais faire mes achats. Wow. Bon, je ne suis pas encore allé. Et vous poussez votre caddie? Bon, j'ai quand même un garde qui pousse le caddie. Bon, ouais, c'est un peu, quand voilà, même. Bon, quand même. Hein. Bon, parce qu'il faut quand même avoir au moins un garde. Hein. Bon, voilà, il faut quand même parer à une éventuelle agression, ça peut arriver. Bon, donc je fais mes courses moi-même. Pour une raison simple. D'abord, parce qu'un jour je ne serai plus ministre, il faudra bien que je me reprenne en main et que je me gouverne de nouveau tout seul. Et donc c'est mieux de garder ce genre d'habitude, parce que sinon ça va être très dur après. Et puis deux, ça permet aussi de rester en contact avec les gens. D'abord, on croise des gens, on peut parler avec des gens, et puis ensuite, on voit comment évoluent les prix, les articles qui sont vendus, leur qualité. C'est important. Ouais. C'est très important. Je crois qu'il faut rester au contact. Pas seulement à travers nos cabinets et nos collaborateurs qui nous disent voilà ce qui se passe ou ce qui se dit, mais il faut être assez ouvert, d'abord soi-même en posant des actes de la vie quotidienne autant que l'on puisse les poser, rester un peu normal, et aussi en restant accessible, parce que c'est en restant accessible que l'on reste au contact de la société. Donc on s'arrête aux courses, on ne vous verra pas prendre un taxi d'ici peu. Ça m'est arrivé une fois, je vais vous raconter, c'était il y a très longtemps, c'était à Pointe-Noire, c'était une anecdote, j'étais déjà ministre, et j'étais en mission à Pointe-Noire. Et ensuite, ayant fini mes activités officielles, j'avais envoyé le chauffeur aller faire une petite course. Et j'avais besoin, là, urgemment, d'aller vérifier quelque chose en ville, dans un magasin. Et j'avais plus de véhicule. Alors, je me suis dit, avec mon garde, mes deux gardes, on va prendre un taxi. Et quand on monte dans le taxi, du début à la fin, le type a dit « Mais c'est vous, le ministre, c'est vous ?» Mais j'y crois pas. Je dis « Mais si, c'est moi. » Je ne pouvais pas aller à pied. Il fallait bien que je trouve un moyen de locomotion. Bon, voilà. Donc c'est une anecdote, mais ça veut dire que ça pourrait arriver. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. C'est bon à savoir. Ouais. C'est très bon à savoir. Et donc, si vous pouviez être invisible pour une journée, dans la maison de quelle célébrité aimeriez-vous jeter un œil? Bon, un grand écrivain, peut-être, ou un grand artiste. Ou un grand artiste. Non, je n'en ai pas qui me viennent forcément à l'esprit. Ou un grand artiste, ou un footballeur. J'adore le football. Et peut-être voir au quotidien comment un grand footballeur vit dans sa vie au quotidien. Oui, là je redeviens un fan. Là je ne suis plus ministre, mais je redeviens, comme tout le monde, un fan face à une idole. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien, pour ce qu'il représente en termes footballistiques, Ronaldo, Cristiano, et j'aime bien ce qu'il est parce que c'est une personne charismatique et qui trace sa route, et c'est les gens qui s'adaptent à lui et pas lui aux autres. Et je crois que cette personnalité est une des plus remarquables dans son domaine. Ouais, j'aimerais bien voir comment ça vit au quotidien, en étant tout invisible, la petite souris dans un coin. Exactement. Monsieur le ministre, avez-vous déjà songé à écrire vos mémoires ou bien vous pensez que vous êtes encore trop jeune? Je n'ai pas la prétention à 51 ans d'écrire des mémoires parce que je ne crois pas avoir fait à ce stade des choses suffisamment intéressantes pour intéresser des lecteurs. Si Dieu me prête vie, pourquoi pas un jour?
Parce que bon, forcément, dans la vie politique, dans la vie professionnelle, on a vu ou on a fait des choses qui mériteraient qu'on les partage avec d'autres. Mais on le verra. Et il arrivera un moment, si Dieu me prête vie encore une fois, où le temps de l'action étant passé, on sera revenu au temps de la réflexion, le temps du regard rétrospectif. À ce moment-là, on verra. Oui, j'écrirai certainement, si encore une fois, et Dieu et la santé me le permettent. Et que faites-vous pendant vos moments de détente? Bon, j'ai longtemps fait du sport, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure que j'étais à l'internat. Et ce que j'ai appris pendant cette période, longue période, internat, lycée, et même début de ma scolarité supérieure, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait mélanger l'apprentissage intellectuel et la condition physique. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de l'athlétisme, du lancer, j'ai couru 200 mètres. J'ai fait du rugby, j'ai joué au rugby. J'étais 3 quarts L. J'ai joué tout ça en France. J'ai joué au football. J'étais dans un club dans la ville, le club du pensionnat qui jouait avec, contre d'autres clubs de la région. Et donc à Montgeron, dans l'Essonne. J'étais faux ailier, on disait à l'époque. Hein, maintenant, on dit attaquant, je sais pas, milieu latéral. Bon, j'étais faux ailier gauche, tout en étant droitier. J'ai fait du lancer du poids. J'ai fait du saut à hauteur, du saut en longueur. Et d'ailleurs, quand je préparais mes examens en sciences politiques, il y avait une épreuve d'EPS qui était obligatoire et pour laquelle il fallait se préparer. Et on passait toute l'année à préparer cette épreuve. Donc j'ai longtemps fait beaucoup de sport, jusqu'à malheureusement un certain jour d'octobre 98. Je travaillais en France à l'époque et on avait décidé, entre collègues, à la pause, on avait fait un défi, on a un service contre un autre. Je travaillais dans une société à caractère juridique dans la région de Rouen et on avait décidé de faire un défi, un match de foot. Donc on s'est retrouvés à la pause sur un terrain et à un moment donné, donc on était mené 2-1. Je voulais marquer le but pour égaliser et j'ai un collègue qui voulait faire la même chose. Malheureusement, le ballon arrivait, il était beaucoup plus costaud que moi et on a tiré en même temps. Et on s'est rentré dedans, quoi. Et simplement en tombant, puisque lui était plus costaud, plus grand et plus massif, plus musclé, il est tombé sur ma cheville. Et j'ai entendu ma cheville craquer, ma cheville gauche. Et pour l'anecdote, donc du coup, j'entends crac. Je dis non, c'est rien les gars, c'est rien. J'enlève ma chaussure, je veux me lever, j'arrive pas et j'ai le pied qui enfle, enfin la cheville qui enfle et qui devient toute bleue. Et quand on m'envoie aux urgences, vous savez ce que le médecin dit? Il me dit, quand vous êtes un professionnel du foot, je dis non, mais il dit, vous avez une blessure de professionnel parce que c'est une double fracture de la cheville avec arrachement des ligaments quand même. Hein. Je suis ouf. Du coup, j'ai passé 3 mois totalement immobilisé avec le plâtre. Et depuis lors, c'en était fini du sport. Maintenant, mon sport, c'est FIFA 17 sur la PlayStation. C'est déjà ça. Voilà, au FIFA moins les 17, doigts. Très connu des amateurs de football. Au moins les doigts, les doigts travaillent. Voilà. Et pour le reste, non, j'essaye de faire un peu de marche, un peu de footing. Ça, c'est la partie physique. Sinon, pour le reste, encore une fois, en tenant compte de nos fonctions, on ne peut pas s'épancher et faire beaucoup de choses qui soient comme on pourrait les faire comme un citoyen ordinaire. Je fais beaucoup de lectures, je lis beaucoup, énormément. Et puis, quand je voyage, j'aime visiter profondément les villes où je suis de passage. C'est très bien de savoir comment vivent les autres, y compris au bout du monde. C'est très instructif. J'aime les voyages, j'aime aller à la découverte des autres. Beaucoup de lectures, encore une fois. Donc, vous avez le temps pour des lectures récréatives ou bien toutes les lectures que vous faites sont des lectures proprement techniques et liées au travail? Ah non, non. Le travail, vous savez, si vous faites que travailler, vous allez péter les plombs, excusez-moi l'expression. Il faut un temps pour tout. Non, mes lectures sont récréatives, c'est pour me détendre. Quel est le dernier livre que vous avez lu?
Bon, je lis, je ne lis pas, entre guillemets, le dernier livre. Je lis plusieurs livres en même temps. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que je peux avoir 5, 6, 7 livres que je lis de manière parallèle et concurrente. Sans confusion. Bah non, c'est-à-dire qu'il y a des jours, je me dis tiens, je vais continuer celui-là, et voilà. Donc je lis énormément, mais j'ai sur ma table de chevet 4 ou 5 bouquins. Et aujourd'hui, je peux prendre le premier de la pile. Le lendemain, je dis tiens, c'est celui-là que je vais lire. Et j'ai besoin de lire même quelques lignes avant de dormir, sinon je ne dors pas. J'ai besoin de lecture. Et lesquels avez-vous aujourd'hui sur votre chevet? Bon, actuellement, je suis en train de lire la biographie d'Henry Kissinger, qui a été un grand ministre, secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, au temps de Nixon, du président Nixon, un grand stratège et qui nous fait une leçon de géopolitique et de prospective, parce que ce que je lis dans ce livre, pour quelqu'un qui a été aux affaires il y a plus de 40 ans, on voit que c'est très actuel. J'ai lu un roman qui était un peu de science-fiction, qui était très intéressant, qui s'appelle Le 22-11-63, 22 novembre 1963. C'est Stephen King, qui est un écrivain américain, et qui écrit sur un voyage dans le temps d'un individu qui est à notre époque et qui réussit, par un procédé qui est trop long à décrire, à retourner dans le passé, en 1960, et il décide d'avoir l'idée de sauver Kennedy de son assassinat. Parce que Kennedy est assassiné le 22 novembre 63, d'où le titre du livre, 22-11-63. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, je suis en train de le lire en ce moment, et qui fait l'objet d'une série d'ailleurs. Mais je ne voudrais pas suivre la série qui passe actuellement sur Canal+, parce que je préfère d'abord finir le livre. Je lis également pas mal de romans historiques. Je lis une biographie de Jacques Chirac et Bernadette Chirac. Je lis également beaucoup, comme je vous l'ai dit, de bouquins historiques de Max Gallo et autres sur la Révolution française et sur d'autres choses. Et puis de temps en temps, si un roman me passe dans les mains, je peux lire un roman. Je lis beaucoup les romans de Musso, qui est un très bon écrivain français et qui a des romans extrêmement intéressants. Douglas Kennedy, qui est un grand écrivain, un grand romancier américain, je vous le conseille. Il a écrit des livres très puissants, dont certains étant adaptés au cinéma. Je vous conseille À la poursuite du bonheur de ce monsieur. Vous aurez le concentré là de ce que c'est que la vie politique ou de ce que la vie politique peut apporter de bien et surtout de mauvais, malheureusement parfois, dans la vie quotidienne de certaines personnes. Ça commence en 1945, c'est une histoire d'amour sur fond de macartisme, c'est-à-dire d'intolérance politique, sur fond de lutte contre le communisme et sur tout ce qu'on a connu récemment avec les luttes contre l'islamisme, etc. Donc c'est une histoire extrêmement puissante d'un homme et d'une femme, mais sur un fond politique. Et Douglas Kennedy, ça s'appelle À la poursuite du bonheur, ce livre, qui est un livre très intéressant. La poursuite du bonheur étant un des passages forts de The Pursuit of Happiness, de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc oui, je lis énormément, tout ce qui me passe un peu sous la main, mais avec cette préférence pour les romans historiques ou les essais politiques. Et je vois que dans vos choix, il y a beaucoup d'Américains. C'est par hasard? Non, je lis tout ce qui arrive. Je lis souvent et je relis Le pleurer rire de l'ambassadeur et ancien Premier ministre Henri Lopez. Je lis pas mal d'écrivains africains aussi. Sous l'orage, j'ai lu un peu d'Ampateba, enfin un peu de tout ce qui peut effectivement susciter mon intérêt. Donc je lis un peu de tout. Et quel est votre style de musique préféré? C'est-à-dire que chez vous, qu'est-ce que l'on écoute? Enfin, qu'est-ce que j'écoute? Oui. Parce que si je rentrais dans les tablettes, les téléphones avec casque de mes enfants, je pense que ça serait plutôt du rap et du R&B et tout ce qui est un peu pour les jeunes. Moi, donc, je suis plutôt, d'abord, je suis un grand fan de toute la musique des années 80 parce que c'est ma jeunesse, la musique congolaise et quinoise de l'époque. Je suis un gros fan de Zaïko. D'ailleurs, de tous les avatars de Zaïko, Zaïko, Grand Zaïko, Zaïko Familia Day, tout ça. Je suis un grand fan de Zaïko et j'ai eu plaisir un jour de rencontrer Nyoka Longo, qui a été un grand moment pour moi.
Puis toute cette musique des années 80, Wenge, Empire Bakuba, Langa Langa Star, enfin, tout ce qui a fait ma jeunesse. Hein, tout ce qui a fait ma jeunesse. Moi, j'allais, quand j'étais étudiant à Paris, régulièrement, avec ma bourse d'étudiant, j'allais acheter à Alésia. Il y avait pour ceux qui connaissent, au métro Alésia, ou alors à Château-Rouge, Château d'Eau, Château-Rouge, Strasbourg-Saint-Denis, il y a des boutiques qui vendaient des disques. À l'époque, c'était des vinyles, ce n'était pas des CD comme aujourd'hui. J'achetais tout ça. Et puis, bon, parce que j'ai vécu à l'étranger, parce que j'ai vécu notamment en Europe, je suis très